Il y a 20 ans, une jeune femme se tient sur un pont au-dessus des eaux tumultueuses de l'océan, faisant confiance à la femme qui l'avait élevée. Dans un moment de violence dévastateur, cette confiance fut brutalement brisée lorsque des mains puissantes la poussèrent dans les profondeurs sombres de l'eau. Aujourd'hui, cette même femme, nommée Aïcha, marche dans les rues animées de la ville, vivante, transformée et prête à régler une dette qui a grandi et s'est intensifiée pendant 2 décennies. Ceci est son histoire. Bonjour belles âmes. Avant de plonger dans cet incroyable récit de trahison, de perte et de vengeance, laissez un commentaire et dites-moi d'où dans le monde vous regardez. J'adore me connecter avec chacun d'entre vous, spectateurs extraordinaires. Maintenant, plongeons dans cette histoire qui vous laissera sans voix. Aïcha n'avait que 19 ans lors du jour fatidique où son monde s'effondra. Son père, un homme bien aimé et respecté, était décédé 3 ans plus tôt, la laissant seule avec Marisa, la femme qu'il avait épousée quand Aïcha n'avait que 12 ans. Pendant cette longue année, Marisa semblait jouer à la perfection le rôle de la belle-mère attentionnée. Elle cuisinait les plats préférés d'Aïcha avec amour, lui tressait les cheveux avec soin, et l'aidait même à rédiger des lettres pour postuler à l'université. Cependant, derrière ces sourires chaleureux se cachait un cœur empoisonné par l'envie et l'avidité. Ce poison avait un nom, l'argent. Le père d'Aïcha avait amassé une immense fortune. Il possédait plusieurs immeubles en plein centre-ville et dirigeait une entreprise de construction prospère qui rapportait des millions chaque année. Dans son testament, il avait tout laissé à sa fille unique, avec Marisa désignée comme tutrice jusqu'à ce qu'Aïcha atteigne l'âge de 21 ans. Encore seulement 2 petites années, et Marisa perdrait le contrôle sur une fortune qu'elle en était venue à considérer comme sienne. Ce mardi matin-là commença comme les précédents. Marisa préparait le petit déjeuner tout en fredonnant doucement, comme elle avait l'habitude de le faire. Mais quelque chose dans son attitude paraissait anormal. Ses mouvements étaient trop calculés, ses sourires trop rayonnants lorsqu'elle proposa de prendre la voiture pour rendre visite à une tante d'Aïcha qui vivait dans la ville voisine. Aïcha ressentit un étrange frisson au fond d'elle-même, mais elle accepta tout de même, ce depuis qu'elle avait confiance en cette femme qui l'avait élevée. Le trajet débuta normalement. Elles discutèrent joyeusement du prochain anniversaire d'Aïcha, de ses projets pour l'entreprise de son père, et même de son nouvel ami qu'elle rencontrait depuis peu. Mais au fur et à mesure qu'elles approchaient du pont enjambant la lagune, les mains de Marisa se crispèrent fermement sur le volant. Elle s'arrêta soudainement, prétextant que la voiture émettait des bruits étranges. Elles sortirent toutes les deux pour vérifier les sons de l'océan qui fouettait autour d'elles, tandis que les voitures filaient à grande vitesse sur l'autoroute très fréquentée. Debout au bord du pont, regardant les eaux agitées en contrebas, Aïcha sentit à nouveau ce frisson glacé parcourir son échine. Marisa se plaça derrière elle, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis Marisa parla, mais sa voix était complètement différente, froide et tranchante comme du verre brisé. Tu penses que tu mérites tout ce que ton père a forgé avec tant de difficultés. Tu penses que parce que tu partages son sang, tu es meilleur que moi. Mais je dois te dire, petite, que j'ai construit ma propre vie aussi. J'ai fait des sacrifices moi aussi. Et je ne laisserai pas une enfant gâtée tout me voler. Avant qu'Aïcha ne puisse se retourner, avant qu'elle ne puisse saisir la rancœur contenue dans chaque mot de sa belle-mère, elle sentit des mains s'abattre violemment contre son dos. Le monde tourna autour d'elle tandis qu'elle tombait, le pont se rétrécissant au-dessus d'elle alors que l'eau sombre se précipitait à sa rencontre. La dernière chose qu'elle aperçut avant de plonger dans les vagues fut le visage de Marisa, déformé par une satisfaction malveillante, la regardant d'en haut. L'océan était impitoyable. Le courant traîna Aïcha sous l'eau, remplissant ses poumons d'une eau salée et amère, tandis qu'elle luttait désespérément pour atteindre la surface. Sa force s'épuisait rapidement, et alors que l'obscurité menaçait de l'emporter, elle pensa à son père, se demandant si elle aurait la chance de le retrouver dans l'au-delà. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle se réveilla 3 jours plus tard dans un petit village de pêcheurs, crachant de l'eau de mer sur le sol d'une modeste maison. Un vieux pêcheur nommé Baba Okuma avait trouvé son corps flottant près de ses filets, à peine en vie. Sa femme, Mama Okuma, qui avait perdu sa propre fille des années auparavant, regarda Aïcha comme un cadeau providentiel et commença immédiatement à la soigner tout en lui prodiguant avec tendresse des soins. Cependant, Aïcha n'était plus la même personne qui était tombée de ce pont. L'océan lui avait pris son innocence, sa confiance envers les autres, et même son nom. Elle déclara au vieux couple qu'elle ne se souvenait de rien, pas même de qui elle était réellement. Ils décidèrent de l'appeler Ejoma, qui signifie « bon voyage » en leur langue, espérant ainsi lui porter chance dans cette nouvelle vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle se souvenait de tout avec une clarté saisissante. Elle n'était tout simplement pas prête à retrouver son ancienne existence. Pendant 5 ans, Ejoma vécut avec ce vieux couple, aidant Baba Okuma avec son commerce de pêche et apprenant les valeurs du travail acharné et de la vie simple.
Chaque jour, en piquant dans les berges avec son filet de pêche, elle se remémorait la trahison de Marisa. Lorsqu'elle fermait les yeux, elle imaginait sa belle-mère profitant du luxe, dépensant l'argent qu'elle considérait comme sien, dormant paisiblement pendant qu'elle luttait pour reconstruire sa vie à partir de rien. Durant la journée, Ejoma commença à mener des recherches discrètes. Elle découvrit que Marisa avait signalé sa disparition après un prétendu enlèvement pendant leur trajet. La police avait cherché pendant des semaines, mais sans jamais trouver aucune trace. Finalement, Aïcha fut déclarée morte, et Marisa hérita de tout, en tant que veuve en larmes. La femme avait même organisé de belles funérailles, pleurant de manière théâtrale en enterrant un cercueil vide. Au fil des années, le chagrin d'Ejoma se transforma en quelque chose de plus dur, plus ciblé. Elle commença à travailler avec une organisation d'aide juridique, apprenant les rudiments du droit immobilier et des droits de succession. Elle économisa chaque centime qu'elle gagna et lança sa propre petite entreprise, vendant du poisson au restaurant de la ville. Mais ce n'était que le début de son plan. Au bout de sa 5e année dans le village de pêcheurs, Ejoma avait accumulé suffisamment d'argent et de connaissances pour commencer à planifier sa vengeance. Elle engagea un détective privé pour suivre les activités de Marisa et fut choquée par ce qu'elle découvrit. Sa belle-mère avait non seulement accaparé les entreprises familiales, mais avait également vendu 2 des immeubles, profitant de manière extravagante. Elle avait un nouveau compagnon, un homme beaucoup plus jeune qui semblait apprécier son argent plus qu'elle elle-même, et organisait des fêtes somptueuses chaque week-end. Mais la découverte la plus douloureuse fut que Marisa avait complètement effacé la mémoire d'Aïcha de leur maison. Toutes les photos avaient disparu. Sa chambre avait été transformée en salle de sport. Et la femme prétendait aux gens qu'Aïcha avait été une enfant ingrate qui s'était enfuie après avoir volé l'argent de la famille. Ce mensonge se propagea dans leur ancien quartier, détruisant la réputation qu'Aïcha avait mise tant d'années à bâtir. Le feu de la vengeance brûlait plus intensément qu'auparavant, et Ejoma consacra les 3 années suivantes à planifier méticuleusement son retour. Elle étudia la gestion d'entreprise, enquêta sur la fraude financière, et surtout, rassembla des preuves. Grâce à son détective privé, elle découvrit que Marisa falsifiait des documents et cachait de l'argent sur des comptes offshore. La femme n'avait pas seulement volé l'héritage d'Aïcha, mais commettait également une fraude fiscale envers le gouvernement. Au cours de sa 10e année d'absence, Ejoma commença à tâter le terrain pour son retour. Elle créa une petite entreprise de construction sous sa nouvelle identité, ciblant des projets à proximité des entreprises contrôlées par Marisa. Elle voulait voir si la femme la reconnaîtrait, mais des années de vie difficiles avaient considérablement changé son apparence. Là où elle était autrefois douce et protégée, elle était maintenant mince et robuste, avec des cicatrices témoignages de ses années passées près de l'océan et des yeux qui renfermaient des secrets. La première fois qu'elles se rencontrèrent lors d'une conférence d'affaires, Marisa la regarda sans même la voir. Cette femme s'était laissée aller, devenant rondouillarde après des années de vie facile, servant des bijoux qui avaient autrefois appartenu au père d'Aïcha. Elle écartera Ejoma, la voyant simplement comme une petite entrepreneuse désireuse de rivaliser avec son empire en décomposition. Cette réaction dit à Ejoma tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Marisa ne ressentait aucune culpabilité, aucun remords, aucune peur. Elle avait complètement oublié son crime. Pendant 5 années supplémentaires, Ejoma renforça sa position et son dossier de preuves. Son entreprise de construction grandissait régulièrement, et elle commença à remporter des contrats que Marisa convoitait. Chaque petite victoire se ressentait comme un pas de plus vers la justice. Elle renoua également discrètement avec certains des anciens amis et partenaires d'affaires de son père, des gens qu'il avait connus lorsqu'elle était enfant. Lentement, elle commença à semer des doutes sur la prétendue mort d'Aïcha et sur l'histoire de Marisa. Pendant ce temps, Ejoma découvrit une révélation glaçante. Elle n'était pas la première victime de Marisa. La femme s'était mariée à 2 reprises avant de rencontrer le père d'Aïcha. Son premier mari était mort dans un accident de voiture suspect après avoir modifié son testament pour l'inclure. Le second s'était noyé dans leur piscine quelques mois après leur mariage, lui laissant tout. Bien que la police avait enquêté sur les 2 décès, aucune preuve solide de meurtre n'avait été trouvée. Cette révélation prit un poids immense pour Ejoma. Elle ne cherchait plus simplement une vengeance personnelle. Elle chassait un prédateur qui continuerait à frapper si elle n'était pas arrêtée. La femme qui l'avait élevée, qui lui avait appris à tisser des cheveux, à cuisiner et à rêver, était une tueuse en série calculatrice utilisant le mariage comme une arme fatale. Le poids de cette connaissance poussa Ejoma à travailler encore plus dur. Elle contacta les familles des précédents maris de Marisa et partagea les preuves qu'elle avait accumulées. Ensemble, ils commencèrent à monter un dossier qui exposerait non seulement le vol de l'héritage d'Aïcha, mais également un schéma de meurtre s'étendant sur plus de 20 ans. Alors que sa 15e année d'exil se terminait, Ejoma se sentit prête à agir.
Elle avait bâti une entreprise prospère, rassemblé des preuves accablantes et établi un réseau d'alliés. Mais elle avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé au début de ce voyage. Elle avait trouvé la paix dans sa nouvelle vie. La fille qui était tombée du pont était gâtée et protégée. La femme qui avait émergé des profondeurs de l'océan était désormais forte, sage et déterminée. Pourtant, la justice l'appelait. Par un jeudi matin pluvieux, exactement 20 ans après avoir été poussée du pont, Ejoma entra dans les bureaux de l'entreprise de construction de Marisa. Elle portait une simple robe noire et tenait une mallette contenant 2 décennies de preuves. La réceptionniste annonça qu'une certaine mademoiselle Okafor était là pour discuter d'un partenariat potentiel. Marisa la fit attendre 1 heure, un jeu de pouvoir qui aurait intimidé l'ancienne Aïcha, mais qui amusait profondément Ejoma. Lorsqu'elle entra enfin dans le bureau, elle trouva sa belle-mère exactement comme elle s'y attendait. Assise derrière un bureau surdimensionné dans une pièce décorée d'art coûteux acquis avec de l'argent volé, Marisa leva à peine les yeux de son téléphone. « Vous avez 5 minutes. Mon temps est très précieux et je ne rencontre pas habituellement de petites entreprises comme la vôtre. » Ejoma s'assit calmement et ouvrit sa mallette. Elle en sortit une seule photographie, une photo d'elle-même avec son père pour son 18e anniversaire, qu'elle plaça sur le bureau. Marisa jeta un coup d'œil puis se figea. Le téléphone lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol. « Bonjour, dis-je. Je t'ai manqué. » Pendant un instant, la femme plus âgée ne dit rien. Son visage traversa plusieurs émotions, choc, peur, confusion et finalement colère. Elle se leva en tremblant, pointant un doigt manucuré vers Ejoma. « C'est impossible. Tu es morte. Je t'ai regardé te noyer. Il n'y a aucune chance que tu aies pu survivre à cette chute. » « Mais j'ai survécu, » répondit calmement Ejoma. « J'ai survécu à la chute, à l'océan, et à 20 ans de planification pour ce moment. La question est, survivras-tu à ce qui vient ensuite ?» Le sang-froid de Marisa se brisa complètement. Elle commença à faire quelques pas derrière son bureau, marmonnant pour elle-même que cela ne pouvait pas arriver. Puis elle se tourna vers Ejoma avec la même haine froide qu'elle avait affichée sur le pont. « Et alors, tu as survécu, et après ? Tu n'as aucune preuve de rien. Ce sera ta parole contre la mienne. Et qui va croire une morte qui a disparu pendant 20 ans ?» Ejoma esquissa un sourire pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau. Elle tendit la main dans sa mallette et en sortit une épaisse chemise. « Tu as raison sur une chose, Aïcha est morte il y a 20 ans, mais Ejoma a été très occupée. Des relevés bancaires prouvant la fraude financière, des documents d'assurance prouvant que tu as réclamé illégalement des prestations de décès, et mon préféré, des images de sécurité de ce pont il y a 20 ans te montrant en train de pousser quelqu'un dans l'eau. » C'était un mensonge concernant les images de sécurité, mais Marisa ne le savait pas. Le visage de la femme devint complètement blême et elle s'effondra sur sa chaise. « Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Je peux te donner plus que ce que ton père t'a laissé. Nous pouvons tout partager, 50-50e. » Par effet, tout cela comme si cela n'était jamais arrivé. Pendant un instant, Ejoma eut presque pitié d'elle. Mais cette pitié disparut rapidement quand elle se souvint des funérailles, du cercueil vide et des années où Marisa l'avait traitée de voleuse ingrate. « Je ne veux pas de ton argent, Marisa. Je veux la justice. Pas seulement pour moi, mais pour tes anciens maris. Oui, je suis au courant pour eux aussi. L'accident de voiture, la noyade. Tu as tué des gens pour de l'argent pendant des décennies, et cela s'arrête aujourd'hui. C'est la dernière erreur que tu feras. » Au lieu de supplier pour la miséricorde ou d'essayer de négocier, elle tendit la main vers le téléphone pour appeler la sécurité. Mais 20 ans de planification avaient appris à Ejoma à penser plusieurs coups à l'avance. Alors que Marisa composait, des sirènes de police commencèrent à hurler à l'extérieur du bâtiment. « Je les ai appelées il y a 1 heure. Elles viennent te chercher avec des mandats d'arrêt pour fraude, évasion fiscale et 3 chefs d'accusation de meurtre. Les familles de tes autres victimes attendaient ce jour avec impatience. » À travers les vitres du bureau, elles purent voir des voitures de police encercler le bâtiment. Marisa laissa tomber le téléphone et fixa Ejoma d'un regard rempli de haine pure. « Tu penses que tu as gagné, mais tu as aussi détruit ta propre vie. 20 ans perdus, pas de famille, pas d'amis, pas de réelle identité. Ta vengeance valait-elle de gâcher toute ton existence ?» Pour la première fois, le calme d'Ejoma vacilla. La question la frappa plus profondément qu'elle ne l'avait prévu, car une partie d'elle se posait la même question. Mais ensuite, elle pensa à Baba et Mama Okuma, qu'il avait aimés inconditionnellement. Elle pensa au village de pêcheurs qui était devenu sa véritable maison et au travail qu'elle avait accompli pour aider d'autres victimes de fraude. Elle pensa à la paix qu'elle avait trouvée dans cette nouvelle vie. « Tu te trompes sur une chose, je n'ai pas gâché ma vie. Je l'ai trouvée. La fille.
Ne manquez pas la suite palpitante de cette histoire de trahison, de vengeance et de rédemption. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir d'autres histoires remplies de léçons de vie.